Eh bien, merci. Alors, j'ai donc choisi de vous parler de Robespierre, mais surtout de son projet de république, son projet et les éléments de réalisation qu'il a réussi à faire avec ses amis, bien sûr avec la Convention montagnarde, d'une république démocratique et sociale, parce que je pense qu'on a beaucoup de mal toujours à atteindre ce point de présentation des idées de Robespierre, alors que nous sommes aujourd'hui encombrés par de nouvelles calomnies absolument extraordinaires. Donc, il est important de comprendre qu'il y a eu, ces dernières décennies, un renouveau d'interprétations calomnieuses qui ont jeté le trouble et la confusion dans les esprits sur la Révolution française en général et également sur Robespierre en particulier, qui est choisi comme bouc émissaire de la Révolution française. En général, Robespierre égale la Révolution française. Alors, vrai ou faux, évidemment, c'est ridicule, c'est une simplification outrancière, mais voilà, on en est là. Je les rappelle pour les dernières calomnies qui sont importantes à avoir en tête, bien que vous les connaissiez toutes. Vous allez voir, François Furet, le roi du bicentenaire, comme on avait dit, comme ses amis du Nouvel Observateur l'avaient dit, a voulu voir dans la Révolution française la matrice des totalitarismes du XXe siècle. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais c'est une lourde charge. D'autres se sont chargés d'inventer un génocide franco-français. Je vous demande ce que cela veut dire. Hein? Mais bon, voilà. Et le troisième paquet de calomnies, qui est quand même très lourd également, c'est celui qui a été présenté, développé, imposé, par un courant prétendument féministe venu des États-Unis et qui a interprété, par ignorance, les termes de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens comme les droits des mâles contre les femelles. Alors, nous avons ici totalitarisme, génocide, misogynie. L'accusation prend évidemment des allures de condamnation absolue et il est de plus en plus difficile de parler de Robespierre. Alors, c'est pour ça que je vais essayer de dégager son projet de république démocratique et sociale. Il y a en plus toute cette interprétation très particulière dont on pourra reparler dans la discussion de la Révolution française comme révolution bourgeoise, qui est incompréhensible, mais bon, voilà, on a tout ça dans la tête, partout, dans la vulgarisation, et j'avoue qu'on est dans la confusion la plus profonde. Alors, les historiens savent que ce n'est pas nouveau, ces flots de calomnies, bien au contraire. Cet événement a suscité, dès son existence, dès qu'il a commencé, des débats et des interprétations contradictoires et toujours violentes. Doit-on pour autant renoncer à faire de l'histoire? Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que nous disposons de sources extrêmement nombreuses et extrêmement détaillées. Donc on peut prouver, démontrer les choses. Hein? Peut-être pas tout, mais enfin, on peut avoir des preuves pour dire le principal de ce que l'on peut comprendre de la Révolution française. Alors, je vais vous parler de Robespierre, et il est difficile de dissocier sa vie de la Révolution. Pourquoi? Parce qu'il s'est essentiellement exprimé par la prise de parole en tant que député, et qu'il a été député, pas toute sa vie, mais enfin pendant de longues parties de la période révolutionnaire. Il a donc pris la parole pour agir, non seulement comme député, élu, mais comme membre de club politique et également comme citoyen. Sur ces trois plans, il s'est véritablement exprimé de cette manière-là. La pensée philosophique et politique de Robespierre est centrée sur les droits de l'homme et du citoyen. C'est important, vous allez voir, je vais développer cette question parce que je la pense tout à fait intéressante. Et je vais devoir commencer par un rappel rapide, malheureusement, mais enfin bon, de cette théorie politique. Qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme? Alors, je rappelle également, comme élément fondamental d'ailleurs de la compréhension de cette période de l'histoire de la Révolution française, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été l'enjeu
des luttes sociales et politiques pendant toute la période révolutionnaire. Quand la Révolution s'arrête, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est effacée du droit constitutionnel français. Je l'ai mis dans le petit texte qu'on vous a distribué. Vous allez le voir quand vous pourrez le lire à tête reposée, et vous découvrirez avec étonnement, je pense, avec autant d'étonnement que moi quand j'ai compris la chose, c'est que la Constitution de 1795 a effacé du droit constitutionnel français toute trace de déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et que cette chose-là s'est perpétuée jusqu'en 1946. 1946, un siècle et demi sans déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc il y a quelque chose d'important qui s'est passé là. On y reviendra. Alors je donne un exemple de Rivarol, le journaliste du côté droit, comme on disait à l'époque, qui défendait la cause de la noblesse et qui a écrit, juste après le vote de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens le 26 août 1789, une analyse qui est très intéressante et dont je retiens les termes suivants. Je le cite. « Les nègres dans nos colonies et les domestiques dans nos maisons peuvent, la déclaration des droits à la main, nous chasser de nos héritages. » Il y a quelque chose de très violent ici qui est dit là et de très juste en même temps. On va le rencontrer, on va le voir. De même, les colons de Saint-Domingue, les colons esclavagistes de la colonie française de Saint-Domingue, ont refusé précisément l'article 1 de la Déclaration de 1789, je vous le rappelle, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et ils l'ont qualifié de terreur des colons. Le rapprochement entre les deux mots, déclaration des droits et terreur, c'est quelque chose de vraiment fondamental. On y reviendra. Alors, les termes donc pour décrire cet événement de la Déclaration des droits de l'homme sont d'une extrême violence, mais en même temps d'une extrême clarté. Alors voilà, je vais dire quelques mots sur ce que c'est que cette théorie des droits de l'homme et du citoyen. D'où viennent ces notions? Elles viennent du Moyen-Âge. Elles sont apparues dans l'état des connaissances actuelles au XIIe siècle. Et j'entends par droit naturel, pas loi, droit, pas pareil, droit naturel. Et ce n'est pas moi qui l'ai retrouvé, ce sont des historiens spécialistes du Moyen-Âge qui ont fait cette découverte. Alors comment ça s'est passé? Je suis obligée de vous le rappeler rapidement, mais vous allez voir, c'est tellement important que je ne peux pas ne pas le dire. À partir du XIe siècle, il y a eu dans le domaine ouest européen, hérité de l'Empire romain d'Occident, le domaine ouest européen, qui s'était déjà libéré de l'Empire romain et de l'esclavage romain. Il y a eu un développement de la féodalité qui est devenu asservissante, avec du servage. Et à partir du XIe siècle, il y a eu un mouvement extrêmement important et lent, très lent, qui a pu durer plusieurs siècles. Et ce mouvement lent, c'est une révolte des paysans contre le servage. Ils ne voulaient plus être serfs, ils ne voulaient plus de la féodalité, et ils ont entraîné quelque chose qui est une révolution lente. Je ne sais pas comment l'appeler autrement, c'est Marc Bloch qui en a fait l'histoire, et il l'a fait de façon extrêmement détaillée. Et qu'est-ce qu'ils ont revendiqué, ces paysans? Ils ont dit, nous ne voulons pas être des sujets, nous voulons être libres, et nous refusons le servage parce que nous sommes opprimés par ce système. Et ils ont défini leur liberté par opposition à l'esclavage et au servage. Et les juristes de l'époque, du XIIe siècle, ont repris l'idée et l'ont exprimée en droit naturel. Droit naturel que nous retrouvons dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui déclare des droits naturels. Et il y a donc tout un courant de pensée sur cette notion de droit naturel qui est cette revendication de la liberté personnelle par opposition à des systèmes d'oppression, systèmes économiques et sociaux et politiques d'oppression. On va les retrouver, vous allez les voir, qui vont réapparaître. Et cette notion est liée au droit de résistance à l'oppression. Si vous voulez, je l'ai résumé très fortement de cette façon-là, et je crois que c'est très important. Alors, le roi de France a passé un compromis, pas seulement lui, mais enfin, je ne peux pas vous faire toute l'histoire, elle est trop compliquée, elle est extrêmement intéressante. Le roi de France a reconnu le droit naturel de ces sujets
qui refusait l'esclavage et le servage, et il s'est engagé, vous lirez ça dans Marc Bloch une fois de plus, il s'est engagé à les protéger contre ces deux formes d'oppression, esclavage et servage. Et c'est devenu la base du système de la monarchie en France. Hein. Et il s'est engagé à protéger les sujets libres du roi de France contre ces deux systèmes d'oppression. Et la seigneurie s'est remodelée sans servage. Donc le servage est en dehors de la légalité et il n'est qu'à l'état de vestige dans toute la période qui va venir à partir du XIVe siècle jusqu'à la Révolution française. Il n'y a plus que des vestiges de servage. Hein. Toujours Marc Bloch, bien sûr. Alors voilà, au XVIe siècle, encore un petit mot là-dessus sur la question des courants du droit naturel, mais que vous voyez, je vais vraiment à toute vitesse. Mais enfin, c'est important là aussi. Au XVIe siècle, 1492, découverte de l'Amérique. Les conquistadors arrivent et ils, comme vous le savez, commettent des crimes terribles contre les sociétés indiennes pour commencer, et ensuite ils déporteront des captifs africains pour servir de main-d'œuvre en Amérique comme esclaves. Donc c'est une série de crimes qui vont être commis dans la colonisation, la conquête, la colonisation et l'extermination des sociétés indiennes et la déportation des Africains. Et il y a eu, dès le début, un mouvement d'indignation, de refus par certains conquistadors, oui, et qui ont renoncé à être des conquistadors. Je donne l'exemple de Las Casas, très calomnié lui aussi, très intéressant, tout à fait passionnant comme sujet, mais enfin je vais très vite, là, à toute vitesse encore une fois. Las Casas était un colon esclavagiste d'esclaves indiens, et il a renoncé à son encomienda lorsqu'il a pris conscience de la chose. Et puis il a mis toute sa force d'indignation et de combat et toute sa vie au service de la défense des opprimés, dans un premier temps les sociétés indiennes, ensuite les captifs africains quand il a aperçu le phénomène, etc. Hein. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il a inventé, Las Casas? Il a inventé deux choses, que je suis obligé de vous le dire, je ne peux pas faire l'économie de ce passage pour vous expliquer Robespierre, vous allez voir. Il a redéfini l'humanité d'une manière nouvelle. Elle était jusque-là attachée à une religion, une forme de société, une forme d'appartenance à un trait culturel d'une société. Terminé. Las Casas et ses amis redéfinissent l'humanité comme appartenance au genre humain. Appartenance au genre humain qui fait l'humain et qui confère des droits. Une notion qui est retravaillée à partir du mouvement du Moyen-Âge et qui va ici se développer à l'échelle d'une espèce de, comme on va l'appeler, cosmopolitique humaniste, de la défense des droits de tout le genre humain. Alors ça va prendre la forme vous voyez, ça va très loin, ça va prendre la forme des droits des personnes. Alors c'est toujours la même question, contre l'esclavage, contre les formes de domination asservissante, quelle qu'elle soit, résistance à l'oppression, et puis les droits des peuples. Et sur les droits des peuples, il faut bien que je le dise un petit peu quand même rapidement, droits des peuples, c'est quoi? Droit à son territoire. Droit à sa forme de conception du droit et de la politique. Oui, c'est comme ça qu'il parle, Las Casas, parce qu'il parle comme les paysans du Moyen-Âge en Espagne. Ben voilà. Et comme ce que je devais de dire précédemment, les paysans espagnols du Moyen-Âge, ils avaient la même conception que les paysans du domaine ouest-européen, puisqu'ils venaient, et eux également, puis ils ont accompagné, bref, tout ce vaste mouvement. Bien, donc, droit des peuples, droit à leur croyance, et Las Casas, qui était prêtre, en est venu à défendre les religions des Indiens contre les conversions forcées des conquérants. Et il a même avancé cette notion qui est vraiment intéressante comme tout, parce qu'elle nous montre quelque chose de tout à fait remarquable. Las Casas a parlé de la barbarie européenne, c'est-à-dire qu'il a voulu se détacher d'elle, se démarquer d'elle, et de choisir d'aider, de protéger les sociétés indiennes, et de faire une alliance. Il a lancé l'idée avec ses amis de l'école de Salamanque, je vais très vite, excusez-moi, mais enfin bon, ils ont lancé l'idée d'une cosmopolitique de la liberté anticolonialiste, anti-impérialiste, pour dire les choses très clairement. Ce sont des politiques impérialistes, nous avons bien compris. Hein, et voilà comment la théorie du droit naturel,
qui est sorti de ce mouvement de la paysannerie, s'est ensuite redéveloppé. Il y a eu d'autres expériences dans l'histoire au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Nous sommes dans cette configuration du droit naturel qui, comme vous le voyez, est extraordinairement riche. Elle a été oubliée. Pourquoi a-t-elle été oubliée? Vous savez bien qu'elle a été oubliée. Je vous parle d'une langue étrangère, là, pour l'instant. Hein, à peu près? Oui? Bon, ben, je sais bien. Je le sais bien. Et c'est difficile en même temps. Et Robespierre fait partie de cette langue étrangère, de cette langue qui nous est devenue étrangère, comme beaucoup d'autres. Bon, voilà. Alors, il faut le remettre dans son bain. Et pour le remettre dans son bain, il fallait que je fasse ce petit déplacement dans le temps. Alors, pourquoi est-ce que cette connaissance des droits de l'humanité a disparu? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Parce que, depuis le 9 Thermidor, depuis 1795, on a chassé du droit constitutionnel français et dans toute l'Europe la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce que, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, les puissances européennes se sont lancées dans une nouvelle politique de conquête impérialiste. Parce que, étant donné que cet objectif nouveau, qui se dirigeait d'ailleurs à cette époque-là vers l'Afrique et l'Asie, non pas en abandonnant l'Amérique, certainement pas, mais en allant conquérir d'autres horizons, les puissances impérialistes se sont bien gardées de vouloir évoquer ces critiques du colonialisme, de l'impérialisme, et la Révolution française et la Révolution de Saint-Domingue, qui ont fonctionné ensemble, évidemment, il fallait les oublier. Et on les a oubliés. On les a oubliés tellement que pendant très longtemps, jusqu'au bicentenaire, à peu près, c'est pas le bicentenaire qui l'a réveillé, parce que le bicentenaire n'a rien réveillé du tout, malheureusement. Mais c'est dans cette période-là qu'il y a eu un renouveau de pensée ailleurs, et que ces éléments-là ont commencé à revenir dans la mémoire. Et c'est tout à fait intéressant de comprendre que nous avons ici une occultation terrible de l'histoire coloniale. Moi, je m'en suis aperçu lorsque j'ai commencé à travailler sur les colonies françaises du XVIIIe siècle et aux politiques coloniales de la période révolutionnaire, et que j'ai découvert que c'était pas étudié, tout simplement, pas vu. Pourquoi? Ah, ça c'est un gros morceau. Je ne vais pas vous en parler, mais je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler du projet de République démocratique et sociale de Robespierre, qui est un de ces théoriciens qui appartient, et praticien de la démocratie, qui appartient à ce courant du droit naturel. Je crois avoir à peu près situé mon propos. Alors, je vais commencer par rappeler un point principal un point qui m'apparaît tout à fait important dans la conception politique de Robespierre, c'est la défense de la souveraineté populaire et du droit de citoyenneté de tous les membres de la société. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question? Vous allez voir, elle est assez compliquée, mais enfin, on va y arriver. Hein. Je vous ai déjà parlé du droit naturel, c'est pas si facile. Hein. Et d'ailleurs, ça me donne chaud, quelle bonne chose. J'avais froid, et ben ça réchauffe de parler du droit naturel. Alors voilà. Petit rappel sur les États généraux. Les États généraux de 1789, vieille institution du Moyen-Âge, qui a été créée par la monarchie à partir du XIVe siècle et qui représente le conseil élargi du roi. Le roi devait gouverner avec conseil. Il devait demander conseil. Et au XIVe siècle, les paysans ont insisté pour être représentés dans le conseil royal et ils ont obtenu ces États généraux. Hein. Alors, bon, compliqué, une histoire très complexe, tout à fait intéressante, bien évidemment. Et on arrive, après 150 ans où les États généraux n'avaient pas été convoqués, et la Révolution française, enfin les causes de la Révolution font que le roi est obligé, en vient à, d'ailleurs de façon tout à fait intéressante, parce que c'est une proposition politique, de solution politique à la crise de l'Ancien Régime qu'il fait et qui va conduire à cette réunion des États généraux. Alors les États généraux, je parle de cela parce que le peuple français a été concerné par les élections des députés aux États généraux pour le tiers-État, bien évidemment, mais pour les deux autres ordres aussi. Je n'en parlerai pas, je n'ai pas le temps ici. Mais pour le tiers-État, le suffrage universel était le suivant. Tous les chefs de feu âgés de 25 ans et plus
étaient électeurs de droit. Chef de feu, c'est chef de famille. Les femmes étaient chefs de famille fort souvent. Et en plus, la conception populaire du droit, vous êtes assis, restez assis, sinon vous seriez tombé peut-être, la conception populaire du droit médiéval est une conception égalitaire entre les droits des hommes et des femmes. Dans les villages, arriérés naturellement, comme vous le savez, selon certains, les paysans avaient une conception égalitaire du droit et les assemblées générales réunissaient tous les habitants de la communauté villageoise, tous les habitants et les habitantes. Les biens communaux connaissaient, vous savez ce que c'est que les biens communaux, les droits d'usage. Les droits d'usage, c'était des droits d'usage par habitant et par habitante. Et même pour certains, des femmes enceintes avaient une double part pour certains droits d'usage, parce qu'on estimait que comme elles étaient enceintes, elles avaient besoin de se nourrir mieux, etc. etc. Donc elles étaient parfaitement prises en compte. Hein. Bien. C'est tout à fait important parce que justement, on réinterprète les choses d'une manière tout à fait curieuse aujourd'hui. Donc, les femmes n'étaient pas discriminées pour cause de sexe. C'est absurde. Mais c'est un préjugé récemment introduit qui est en train de laminer l'histoire et de nous empêcher de la comprendre également. Hein. Je suis obligé d'aller vite, mais enfin bref. Donc, en juin 1789, les États généraux se transforment en Assemblée nationale constituante qui a opéré une révolution. La révolution, c'est le changement de souveraineté. On passe de la souveraineté de la famille royale à la souveraineté populaire. Populaire et nationale, à cette époque-là, ça voulait dire la même chose. Aujourd'hui, ce sont deux choses différentes, parce que vous avez de savants juristes qui ont commencé à introduire des divergences, des différences entre nation et peuple. Mais au XVIIIe siècle, nation et peuple étaient des équivalents. Hein. Alors, et puis en juillet 1789, vous vous souvenez vaguement qu'il y a eu, ou précisément, je ne sais pas, qu'il y a eu un vaste mouvement populaire et le peuple est intervenu dans cette affaire d'Assemblée nationale constituante par une jacquerie gigantesque accompagnée d'une révolution municipale dans les villes, d'une prise de pouvoir locale tout à fait intéressante. Et à ce moment-là, les possédants de seigneuries qui avaient commencé la Révolution commençaient à avoir très peur. Ah, c'était très bien de parler au nom du peuple souverain tant qu'il ne se manifestait pas, mais voilà qu'ils se manifestent et ils ont commencé à véritablement avoir peur. La première chose qu'ils ont tenté de faire, c'est de supprimer les assemblées primaires qui avaient servi à l'élection des députés aux États généraux parce que c'était l'institution démocratique par excellence. Vous voyez ? Démocratique par excellence. Alors, cette institution a été visée tout au long de la Révolution. C'est vraiment remarquable de voir cela. L'Assemblée constituante a commencé avec Sieyès, pour ne point le nommer, qui était un de ces théoriciens de la séparation entre peuple et nation. Et il est arrivé à cette séparation formidable également des citoyens passifs et des citoyens actifs. Les citoyens actifs étant les riches qui ont le droit de vote et pas les autres. Hein. Voilà. C'est comme subtil, non? C'est brillant. Il mérite un prix. Il l'a eu. Alors voilà que l'Assemblée constituante va organiser une aristocratie des riches et Robespierre va prendre la défense, bien évidemment, du suffrage le plus ouvert possible. Il a défendu la cause de tous les exclus de l'Ancien Régime, les protestants, les juifs, les comédiens. Il a défendu les droits également des esclaves sous l'Assemblée constituante. Il a pris la défense également des assemblées primaires, bien évidemment, et les assemblées primaires avec les deux sexes qui participaient surtout à la campagne. Et ça s'est répandu pendant la période révolutionnaire dans les villes. Et ces assemblées primaires étaient véritablement le lieu de la démocratie. Alors, il les a donc défendues. Et est-ce que j'ai le temps de lire un petit texte? Oh, rapide. Juste pour insister sur une notion qui me paraît tout à fait intéressante. Je crains qu'elle soit d'une grande actualité. Mais ne le répétez pas, cela restera entre nous. Alors, c'est un passage de son grand discours qu'il a rendu célèbre, qu'il a beaucoup travaillé. Il est intervenu à plusieurs reprises depuis 1989 sur cette question. Et en avril 1791, Robespierre a publié une brochure qui est intitulée sur la nécessité de révoquer les décrets qui attachent l'exercice des droits du citoyen à un système censitaire, j'abrège, c'est un peu long, et qu'il a rendu extrêmement populaire. Populaire
dans le peuple, partout en France, et dans ce côté gauche qui était en train de se former sous l'Assemblée constituante. Voilà ce qu'il dit qui me paraît très intéressant. Enfin, la nation est-elle souveraine quand le plus grand nombre des individus qui la composent est dépouillé des droits politiques qui constituent la souveraineté? Non. Et cependant, vous venez de voir que ces mêmes décrets les ravissent à la plus grande partie des Français. Que serait donc votre déclaration des droits si ces décrets pouvaient subsister? Une vaine formule. Que serait la nation? Esclave. Car la liberté consiste à obéir aux lois qu'on s'est données. Et la servitude à être contraint de se soumettre à une volonté étrangère. Car l'aristocratie est l'État ou une portion des citoyens. Pardon, que serait votre constitution? Une véritable aristocratie. Car l'aristocratie est l'État où une portion des citoyens est souveraine et le reste sujet. Et quelle aristocratie? La plus insupportable de toutes, celle des riches. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il rappelle la liberté en société. Dans la philosophie non naturelle, la liberté en société, c'est de participer à l'élaboration des lois, d'une part, et de ne pas les subir, et deuxièmement, d'avoir donné son consentement à ces lois. S'il n'y a pas les deux conditions, nous ne sommes pas dans une société où le suffrage populaire a pu véritablement s'exprimer. Voyez? Eh bien, nous en sommes loin encore. Alors, deuxième aspect de la théorie et de la pratique de Robespierre, ça a été de proposer le droit à l'existence comme le premier des droits de l'homme, comme un des droits de l'homme les principaux. Alors ça, c'est vraiment intéressant comme tout. Mais là aussi, je suis obligée de vous faire un petit développement. Quel est le contexte? C'est la question des subsistances. Alors, au XVIIIe siècle, une forme nouvelle de capitalisme était apparue dans l'agriculture, principalement, secteur principal de l'économie de cette époque-là, une concentration de la propriété faite par les seigneurs féodaux, avec des débuts d'expropriation de la paysannerie, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'ils avaient des lopins de terre de plus en plus réduits et de moins en moins de possibilités de pouvoir se nourrir par eux-mêmes. Et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle le marché intérieur chez les économistes, un vocabulaire toujours extrêmement sophistiqué. Et ce marché intérieur, c'est précisément le marché de ceux qui sont obligés d'acheter leur nourriture et qui ne la produisent plus. Tout à fait simple à comprendre. Alors voilà que les formes de capitalisme commercial et productif vont s'emparer du marché des subsistances. C'est un marché qui fait partie du marché des denrées de première nécessité et qui va changer le caractère du système capitaliste. Jusque-là, si le système capitaliste portait sur des produits de luxe, il n'était pas très gênant. Enfin, bref, je vais vite sur la question, mais il est moins dangereux. Parce que produits de luxe, c'est les bijoux, c'est les fourrures, c'est des choses comme ça, les épices, bon bref. Mais quand ça porte sur les objets ordinaires de la vie, ça devient tout à fait autre chose. Nous qui connaissons la fin du processus, ou à peu près, peut-être que c'est pas fini d'ailleurs, on ne sait pas, mais enfin bon, nous savons ce qui s'est passé. Les subsistances, le logement, tout jusqu'à l'offre de travail, hein, qui est dominée et qui a dépouillé les sociétés qui avaient une économie populaire de ces éléments d'existence. Hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors donc, nous avons quoi qui apparaît ici? Ce que l'on appelle aujourd'hui l'arme alimentaire. L'arme alimentaire qui tue, comme son nom l'indique, et qui tue de façon sélective, elle tue les plus pauvres. Et au XVIIIe siècle, les salaires étaient très bas. 60% des salaires des bas salariés est passé en temps d'équilibre, enfin normal, dans l'achat des subsistances. Dès qu'il y avait une hausse des prix des subsistances, c'était le salaire total qui passait là-dedans, et si ça dépassait, eh bien, c'était l'estomac et la vie des gens qui étaient en jeu, hein, les maladies, etc., et la mort. Donc nous avons affaire à des disettes factices, et les bas salariés n'ont plus les moyens d'acheter la nourriture qu'ils voient sous leurs yeux. Alors des économistes nouveaux sont apparus dans les années 1750, les physiocrates,
qui ont vanté la liberté illimitée du commerce des grains. Ils ont été entendus par Louis XV, puis par Louis XVI. Et ces deux monarques ont tenté les propositions de réforme que leur faisaient les économistes, 2 fois de suite. 2 fois de suite, ce furent des catastrophes, en 1764 puis en 1775. Les catastrophes toujours la même, c'est-à-dire hausse des prix terribles, mais comme les salaires ne haussent pas et que les revenus fixes restent fixes, vous voyez le résultat. Qui paye la hausse des prix? C'est évidemment les bas salariés, hein, et tous les revenus fixes. C'est assez facile à comprendre. Il n'y a que les économistes qui peuvent ne pas le comprendre, mais ça se comprend. Nous avons quelques connaissances sur la question aujourd'hui et nous sommes habitués à ce genre de choses. Et alors, ces troubles de subsistance ont été, ils ont provoqué une critique du système qui est extrêmement intéressante, une critique de l'économie politique évidente, de cette économie politique-là. Hein. Et c'est vraiment un moment extrêmement intéressant dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. D'autant plus que Turgot a eu l'idée de réprimer les émotions populaires, comme on les appelait à cette époque-là, avec délicatesse. Il a voulu les réprimer, il a instauré la loi martiale, c'est-à-dire la guerre civile. Hein, la guerre civile. Bien, Turgot a échoué, Louis XVI l'a renvoyé aimablement, et puis il est revenu au système précédent. Et puis 1789 arrive, les héritiers des économistes continuent, et l'Assemblée constituante va de nouveau établir une expérience de liberté du commerce des grains et de loi martiale. On est reparti pour des troubles. Et des troubles, eh bien il y en a. Il y a donc des troubles de subsistance gigantesques, de plus en plus gigantesques. Le mouvement populaire réclame le droit aux subsistances et il formule la chose de la manière suivante. Il réclame le droit à l'existence comme le premier des droits de l'homme contre cette liberté économique qui, effectivement, les faisait mourir de faim. Robespierre est intervenu dans les débats qu'il y a eu pendant la période révolutionnaire à différents niveaux, contre la loi martiale, contre la liberté illimitée du commerce des grains. Il est intervenu sans arrêt, si vous avez compris la chose. Il a toujours été à l'écoute du mouvement populaire, qui était bruyant d'ailleurs. Il suffisait de l'écouter. Mais il y en a qui ne l'écoutent pas. Nous le savons, ça, toutes les époques connaissent. Et il a soutenu le programme économique alternatif qui a été mis en place par le mouvement populaire. Il s'en est véritablement inspiré. Et il y a donc une véritable critique de l'économie politique. Vous allez voir les concepts que Robespierre a définis. Il a commencé, Robespierre, par redéfinir le droit de propriété. Et il sépare les produits de luxe et les denrées de première nécessité. Il donne aux denrées de première nécessité, écoutez bien, vous êtes assis une fois de plus, tant mieux, un caractère de propriété commune à la société entière. Propriété commune à la société entière. Il y a un caractère dans les denrées de première nécessité qui est commun, propriété commune à la société tout entière et qui doit être protégé contre toutes les formes de spéculation par les lois. Alors la notion est très intéressante. Elle est évidemment socialiste, évidemment. Mais nous pourrons en discuter, bien sûr. Et elle interdit ce que les économistes voulaient mettre en place et qui n'était pas encore mis en place dans le Royaume de France, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui et que vous allez reconnaître tout de suite, le droit exclusif, le droit de propriété